Bonjour à toutes et à tous, Lucas Vola, très heureux de vous retrouver dans un nouveau numéro du podcast Touchdown Actu. Ce week-end déjà, la cinquième semaine de NFL, les premières semaines de repos arrivent pour certaines équipes. La NFL Europe, elle, continue. On va parler de tous les matchs de cette cinquième semaine. Vous avez probablement entendu écouter le podcast hier, pardon, qui revenait sur le match des Vikings, notamment en Angleterre, les défaites des Bills et des Eagles. Aujourd'hui, on va aborder tout le reste des matchs. Il y a habituellement 16 matchs, il y a 4 équipes en repos, il y a un match le jeudi soir qu'on ne fait pas, il y a 3 matchs. Bon, vous l'aurez compris, on va parler de 10 autres rencontres. Voilà, je vous ai fait le calcul de tête comme ça, bien entendu. Et pour parler de ces 10 autres rencontres, je suis avec l'homme des débriefs quasiment, Raphaël Masmejean. Comment ça va, Raph? Salut Lucas, bonjour à toutes et à tous. Eh ben écoute, ça va très bien, très bien. Et toi? Écoute, Parce que ça tu me va. demandes toujours, mais je te le demande pas toujours, Ouais, donc c'est vrai. Non, écoute, ça va bien. Pour être honnête, j'ai pas encore eu le temps d'écouter votre podcast avec Victor hier, mais j'espère que vous avez dit du bien de mes Patriots quand même parce que c'était oui. un match Oui. sympa. Quoi qu'il arrive, on a eu de beaux matchs. Mais écoute, ça va bien. Je l'ai dit, on est dans la cinquième semaine, ça avance plus vite qu'on ne peut l'imaginer. Déjà cinquième semaine, mais on a une belle NFL. Donc ça va plutôt bien. On a beaucoup de choses à aborder sur ce podcast-là. On va parler de défaites des Cardinals et des Dolphins qui auraient quasiment jamais dû être des défaites. On va parler d'une potentielle crise aux Ravens parce qu'il y a encore une défaite. Mais on va surtout commencer par des Jaguars qui sortent les crocs. Le podcast Jeune Actu, épisode 905, c'est tout de suite. Et une fois n'est pas coutume, honneur à l'AFC. Cette semaine, en début de podcast, on a l'habitude souvent de démarrer par la NFC, mais on va parler d'entrée du Monday Night Football, le dernier match de ce week-end de NFL, la victoire 31-28 des Jaguars face aux Chiefs. Un succès que Jacksonville est allé arracher, tout simplement, on peut le dire comme ça. Ils étaient d'abord menés 14-0 en début de rencontre. Ils sont revenus, ils sont même repassés devant dans le troisième quart-temps. Et puis ensuite, ils ont encaissé un touchdown dans le quatrième quart-temps à 2 minutes de la fin qui a vu les Chiefs reprendre 4 points d'avance dans ce match-là. Et en 1 minute et 22 secondes, Trevor Lawrence et l'attaque ont réussi à gagner 60 yards pour finalement inscrire le touchdown de la gagne. C'est une action d'ailleurs qui est incroyable, hein. N'hésitez pas à la regarder parce que le quarterback tombe une fois, puis tombe une deuxième fois, il se relève une troisième fois, en tout cas dans le troisième mouvement, il va vers la end zone pour marquer ce touchdown de la gagne. Ça a été une fin de match incroyable, Raph. On n'a pas vu souvent Trevor Lawrence, au-delà de cette action déjà qui est particulière, mais on l'a pas vu souvent être aussi clutch et avoir dans des grands moments comme ça, en prime time, d'avoir des drives comme ça pour aller gagner un match, chercher un match, un gros match, c'est sympa à voir pour un quarterback. Comme je le dis, depuis qu'il a été drafté, on l'a pas vu souvent quand même. Effectivement, c'est vrai que c'était un des reproches qu'on pouvait lui faire depuis son entrée dans la ligue, avec le statut qui était le sien de joueur, de quarterback potentiellement générationnel. Ce manque de clutchitude qui est bien sûr toujours un peu dur à définir, mais qui frappait malgré tout du côté de Trevor Lawrence, cette difficulté des Jaguars à aller remporter des matchs à la dernière minute face à des grosses équipes notamment, je précise aussi, ou en tout cas des équipes supposées fortes. Et c'est ce qu'ils sont allés faire sur ce match, clairement. C'est ce que Trevor Lawrence est allé faire en sortant quand même un dernier drive de vraiment belle facture parce que il prend la pression, hein, de Spagnuolo sur quasiment l'ensemble du drive. Et pourtant, sur troisième tentative, il y a cette superbe passe pour Brian Thomas. Ensuite, il y a quelques actions après, c'est Parker Washington qui trouve pareil en bord de touche, en plaçant le ballon au seul endroit où Washington peut l'avoir sans être battu par un adversaire. Enfin, il fait des super passes sur ce drive et il y a cette dernière action un peu folle. Et comme je disais, bah, dans le résumé du match, c'est peut-être, on espère pour lui, peut-être une sorte de déclic psychologique avec l'arrivée de Liam Cohen, avec ce match. Ce côté-là de OK, je peux être clutch, OK, maintenant je suis à maturité pour amener les Jaguars loin. Et en tout cas, et comme tu l'as dit, ils sortent les crocs, ils ont, mine de rien, après 5 semaines, ils ont quand même pas mal de trucs intéressants sur le terrain. Ouais, parce qu'on en parlait un petit peu la semaine dernière, je le disais un petit peu la semaine dernière, c'était surtout mon avis, mais je trouvais cette équipe poil à gratter. Je crois que la semaine dernière, c'était face aux Mm. 49ers, il me semble. Je trouvais cette équipe un peu poil à gratter et c'est en train de se vérifier parce que sur ce match-là, ils rendent la vie difficile un petit peu aux Chiefs des deux côtés du terrain. Alors oui, la défense, elle prend beaucoup de yards, mais il y a quand même une interception dans la zone rouge, retournée par Devin Lloyd, 99 yards, le touchdown du linebacker, cette interception est retournée. Ils sont à 4-1 sur cette saison-là. C'est le meilleur bilan de l'AFC.
à égalité avec les Bills et les Colts quand on réfléchit comme ça. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas aussi impressionnant que l'ont été les Bills quand ils ont été au top ou que l'ont été les Colts quand ils ont fait leur run avec. Mais c'est un peu sous les radars, mais j'ai l'impression que cette équipe-là, elle gêne. En défense, elle peut gêner. En attaque, voilà, si Trevor Lawrence, comme tu le dis, commence à être un petit peu, à avoir ce genre de drive-là de manière un peu plus constante, elle peut faire mal, cette équipe. Il faut la surveiller en tout cas. Il faut la surveiller, d'autant plus que là, ils ont réussi à se tenir dans le match, alors que pendant longtemps, leur jeu au sol était en difficulté. Pendant longtemps, Travis Etienne n'arrivait pas à trouver la faille. Et c'est à partir de la deuxième mi-temps où le jeu au sol a commencé à être un peu plus efficace. Et mine de rien, Trevor Lawrence, sur ses sorties de la poche, avec sa mobilité, a posé beaucoup de problèmes au système défensif de Spagnuolo. Pour le coup, vraiment, les Chiefs ont couru toute la soirée après Trevor Lawrence pour l'arrêter quand il sortait de la poche. Donc oui, ils arrivent en plus, je trouve, en cours de match à se remettre un peu dedans, à retrouver un peu plus de solidité sur le jeu au sol, sur la ligne offensive. Donc il y a cet aspect-là en attaque qui est quand même intéressant, où ils arrivent à s'adapter. Et la défense continue son super début de saison avec les matchs de Devin Lloyd, hein, qui a été joueur du mois défensif à FC en septembre et qui continue en octobre. Il continue à faire ses pertes de balles. Moi, je suis quand même aussi agréablement surpris par leur backfield défensif, que j'imaginais quand même être comme un des points faibles, et qui me semble, alors qui prend des yards, hein, mais qui trouve les solutions pour créer les turnovers. Donc c'est quand même une équipe où j'ai l'impression que tout est en train un peu de se mettre en place tranquillement. C'est Liam Cohen, hein, on a vu là les vidéos d'après-match quand il rentre dans le vestiaire, où il harangue ses joueurs en disant, bon, pour le moment, on fait pas les choses les plus jolies du monde, mais on y arrive. Est-ce que vous aimez la victoire? Enfin, tu vois, où eux sont conscients que pour le moment, tout n'est pas encore bien. Ils sont conscients qu'il y a encore du travail. Mais mine de rien, ils sont en train de créer une dynamique, un cercle vertueux. Et j'ai l'impression quand même que le coaching staff a clairement sa part de responsabilité là-dedans. Donc c'est une équipe, ouais, et on le sait, hein, la confiance nourrit la confiance. Ils sont à prendre, à mon avis, au sérieux pour la suite, ouais. Ouais, on ne fait que le répéter dans ce podcast. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de travailler quand on gagne. Alors oui, c'est pas beau. Oui, il y a des défaites qui font, qui donnent un peu, alors pas qui donnent la confiance, mais il y a des défaites morales, on va dire. Mais c'est toujours mieux de gagner, d'être à 4-1. Forcément, il y a tout qui est pas parfait, mais comme tu le dis, le coaching staff est arrivé. Je ne fais que le répéter aussi. Mais Trevor Etienne qui reprend vie un petit peu, alors qu'on en a Hmm. plus trop cher de sa peau. Alors pas forcément sur ce match-là, mais depuis le début de la saison, Liam Cohen qui avait redonné vie au jeu de course des Buccaneers. Globalement, il est en train de le faire aussi pour les Jaguars. Trevor Lawrence qui semble en effet montrer de belles choses, à voir si ça tient sur la durée. Sur ce match-là, tu l'as dit, il a deux touchdowns à la course, un touchdown lancé. C'est plutôt très, très sympa à regarder. Il y a un Travis Hunter qui fait peut-être l'action de sa saison, en tout cas de son début de saison, avec une réception de 44 yards. Donc il y a de belles choses. Voilà, tout n'est pas parfait, c'est vrai, mais on bat les Chiefs sur ce match-là. Du côté des Jaguars, c'est plutôt bien pour la confiance des Chiefs qui, pour le coup, offensivement étaient dans leur lignée de ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Ils gagnent beaucoup de yards. On a un Patrick Mahomes qui gagne plus de 300 yards. On a un jeu sol qui gagne 150 yards. Mais pour le coup, ils perdent un petit peu abandonnés par leur défense, en tout cas dans les moments chauds. Tu l'as dit, Spagnuolo avait mis beaucoup de pression. Ça n'a pas fonctionné cette fois-ci pour les Chiefs. Et du coup, on repasse en négatif à Kansas City. Ouais, 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 on repasse en négatif et ça montre que malgré les deux victoires de suite, il y avait quand même encore des soucis dans cette équipe et on le voit, hein. On a encore une fois un Patrick Mahomes qui est le meilleur coureur de son équipe, ce qui commence quand même à vraiment poser souci malgré tout. Bon, on a des receveurs qui se montent, mais de manière trop, trop intermédiaire, je trouve. Et puis tu l'as dit, cette défense qui a mis la pression, mais qui n'a pas réussi à être clutch comme elle sait l'être par moment. Ils sont en plus, je trouve, aidés par une ou deux décisions arbitrales qui tombent dans leur sens et, à mon avis, qui sont pas forcément bien méritées. Et qui auraient pu faire une addition un poil plus salée en plus à leur rencontre. Donc non, c'est la preuve encore une fois que ces Chiefs restent une sorte de colosse au pied d'argile et que ça s'effrite un peu et que bah, les deux derniers matchs n'ont pas guéri tous les maux et il y a encore pas mal de boulot, ouais, je trouve en red zone aussi, je trouve que c'est encore toujours un peu fébrile. Bon, c'est des Chiefs qui sont encore ouais vraiment hésitants pour le coup. Tu parlais des arbitres, certains diraient que c'est la quatrième équipe des Chiefs, hein. Il y a l'attaque et la défense, les équipes spéciales et Hum, hum, hum. pour chambrer, bien Je entendu. laisserai.
Alors, je suis d'accord avec toi que c'est toujours très fébrile. En tout cas, c'est sur un fil très, très fin, les Chiefs. Mais je trouve que pour le coup, on a peut-être des problèmes différents que ce qu'on avait en début de saison. Alors oui, le jeu au sol, tu le dis, c'est Patrick Mahomes le meilleur coureur, mais on a quand même 158 yards au sol. On a un Karim Hunt qui a quasiment 50 yards de touchdown. Qui avance un petit peu, on l'avait vu le jeu au sol avancer aussi un petit peu la semaine dernière. L'attaque, je trouve que va un peu mieux. Le problème, c'est que c'est la défense qui est plus autant au niveau. On a 13 pénalités sur ce match-là aussi pour 109 yards de pénalité, de perdu sur pénalité. Donc je trouve que ce sont un peu des problèmes peut-être un peu différents ou qui évoluent. Reste à savoir maintenant si les Chiefs peuvent remettre tout cela de manière constante et avoir les deux côtés du terrain bons en même temps. Écoute, moi je trouve qu'on a vu une bonne défense en début de saison. On commence à avoir une attaque qui commence à avancer quand même. Donc je me fais pas trop de soucis dans le sens où ça peut revenir dès qu'Andy Reid peut remettre tout le monde un peu dans les bons rails et avoir les deux équipes, entre guillemets, l'attaque et la défense, être bonnes au même moment. Oui, 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 c'est possible, hein. Il y a encore le temps pour faire ça. Il y a un coaching staff expérimenté. Il y a quand même des joueurs de talent. Donc, je suis d'accord. Il y a malgré tout des éléments qui te font dire, OK, si tout arrive un peu à s'enchaîner, ça peut le faire. Et comptablement, ils sont encore en course, hein. Je veux dire, ils ont que une victoire de différence par rapport aux premières équipes qualifiées en playoff. Donc, il y a pas, après 5 matchs, il y a pas du tout le feu à la maison. Mais c'est vrai qu'il faut le faire. Je sais pas si tu as vu les images de Chris Jones sur le touchdown de Trevor Lawrence, ou Et puis, peut-être un peu un manque comment dire, d'envie chez certains, chez un Chris Jones. Voilà, faut peut-être un peu remobiliser en politique. On parle d'usure du pouvoir. Peut-être que les Chiefs ont un peu l'usure de la victoire aussi au bout d'un moment. Faut pas oublier, hein, on compare souvent Tom Brady à, je m'écarte un peu, mais on compare souvent Tom Brady, pardon, Mahomes et les Chiefs à Tom Brady et les Patriots. Tom Brady et les Patriots, après le premier cercle victorieux, il leur a fallu pas mal d'années avant de regagner. Parce que, alors ils gagnaient des matchs, attention, hein, qu'on s'entende bien, mais je veux dire avant de regagner un Super Bowl, parce que c'est un peu plus compliqué, parce que tout ça. Peut-être que les Chiefs ont besoin d'une ou deux années de transition aussi un peu pour retrouver du sang neuf, retrouver une certaine envie. On va voir, hein, ça c'est le boulot du staff pour le coup. Mais je suis pas encore inquiète, je suis d'accord là-dessus. 10 ans pour les Patriots, j'étais en train de calculer, c'est 2004 la victoire. Ouais, pas loin de 10 ans, ouais. Les Mm, Seahawks en 2014, peut-être 2014, il me semble. Mais entre-temps, il y a en effet deux Super Bowls perdus aussi face aux Giants. Donc, mm. et des Super Bowls où on n'est pas passé loin pour les Patriots, c'est vrai. Tu es en train de parler d'usure du pouvoir. Tu penses qu'Andy Reid va dissoudre l'Assemblée des Chiefs? Non, bon, bah, Écoute. je divague un peu peut-être. Ok, très bien. Allez, les Chiefs qui jouent face aux Lions la semaine prochaine. Donc, va falloir un pouvoir solide pour affronter les Lions. On va en parler. Les Jaguars Mm. qui reçoivent les Seahawks, encore une fois, un match qui sera sympa à voir et des Jaguars qui peuvent embêter de nouveau. Rien ne va plus à Baltimore. C'est déjà la quatrième défaite des Ravens cette saison en 5 matchs. On a l'impression que c'est de pire en pire quasiment. Cette semaine, ils ont chuté à domicile 10-44 face aux Houston Texans. C'était forcément sans Lamar Jackson, mais ils n'ont quasiment pas existé dans cette rencontre. À peine plus de 200 yards gagnés, 400 encaissés. Un Derrick Henry qui n'avance plus vraiment. Il est à 2,2 yards par course sur cette rencontre. On a hésité à le mettre en début de podcast, Raph, ce match-là. Est-ce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme pour Baltimore? Est-ce que c'est la crise, comme je l'ai dit? Oui, oui, c'est la crise parce que tu as quand même une défense qui a un niveau vraiment cataclysmique depuis le début de la saison. Là, on en est déjà à 5 matchs. John Harbaugh dit qu'il faut réfléchir à tout changer, changer les joueurs, Je crois qu'il a dit etc. l'Assemblée. Non, pardon, pardon, j'arrête. À nouveau, ça fait beaucoup là, Ouais, c'est vraiment la cata. ouais. Euh, non, non, mais c'est sûr que c'est la crise, d'autant plus suivant le nombre de matchs que Lamar Jackson va rater. On peut avoir d'autant plus de défaites supplémentaires. Après, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que même si Lamar Jackson revient, la défense continue à prendre 40 points par match. Donc il va quand même falloir aller chercher. Enfin, l'énorme souci est en défense. Et ça inquiète parce que pour le moment, on voit vraiment aucun début de solution du côté des Ravens. Le problème est le même depuis la semaine 1 en défense et il n'y a pas de solution. Donc il y a beaucoup de blessés, certes, mais là, ils sont en train de couler, même avec les remplaçants sur certains postes. C'est assez inquiétant, ouais.
Le problème en plus, c'est on l'a répété en début de saison, la FC Nord a un sacré calendrier. Et tu l'as dit, c'est la pire défense en termes de points encaissés en NFL, 35,4 points par match. Et en plus, il y a une victoire avec, je ne me rappelle plus exactement combien de points encaissés, mais très peu. Toutes les défaites, elles sont quasiment à plus de 40 points. On se rappelle Mm. face aux Chiefs, en tout cas face aux Bills, on se rappelle, on le voit face aux Texans. Et puis, pour moi, ce qui est symptomatique, c'est le sol. Le sol, ils n'arrivent plus à arrêter personne au sol. Ils sont à 167 yards encaissés au sol sur ce match-là. Et ils ont du mal à avancer au sol là où c'était la grosse force. Alors certes, Lamar Jackson aidait, mais bon, on aurait pu imaginer qu'un Derrick Henry pouvait aussi faire quelques différences. Est-ce que Derrick Henry, c'est le début de la fin? Est-ce qu'il y a trop de monde dans la boîte vu qu'il n'y a plus Lamar Jackson et que du coup, on est un peu moins en danger dans les airs? Comment il gagne sur ce match-là 33 yards en 15 courses? Alors il met un touchdown certes, mais comment tu imagines ça? Un peu, comme tu dis, je pense que déjà ils sont là sur ce match-là spécifiquement, ils sont vraiment tributaires du fait que sans Lamar Jackson, Houston a quand même bien plus rempli la boîte que d'habitude et ça devient mécaniquement plus compliqué. Je pense que mine de rien, leur ligne offensive aussi à l'intérieur prend un peu l'eau sur le run pro. On avait déjà un peu à l'intersaison évoqué cette ligne offensive comme peut-être un des points faibles relatifs, hein, parce que c'est pas la pire bien sûr, mais comme un des points faibles potentiels de cette équipe. Et je trouve que sur le run pro, ça se sent pour le moment. Et puis Derrick Henry, alors je sais pas, c'est peut-être encore un peu tôt pour dire que tout d'un coup, parce qu'il fait quand même un super premier match, Derrick Henry contre les Bills. Donc est-ce que est-ce que la fracture physique se crée entre la semaine 1 et la semaine 2, et puis la suite, j'en serais quand même assez étonné. Donc on va lui laisser le bénéfice du doute, mais oui, il casse moins de plaquage, il est moins tranchant dans ses courses, ça c'est certain. Après, je pense que ouais, pour moi, je vois vraiment un défaut de run block et un défaut du coup, enfin, et des défenses adverses qui arrivent un peu mieux à le contrôler pour le moment. En face, en tout cas, on l'a pas mentionné, mais c'est vrai que Lamar Jackson n'était pas là. C'est Cooper Rush, l'ancien Cowboys, qui était le quarterback titulaire sur ce match-là. Il fait 3 interceptions. La défense de Houston, on la connaît, hein, c'est une défense qui est excellente, qui est parmi les meilleurs de la ligue. Mais j'avais envie de parler un petit peu de cette attaque-là, parce qu'on a eu un CJ Stroud qui était plutôt hyper efficace. Il fait 23 sur 27, 244 yards, 4 touchdowns lancés. Il gagne 30 yards aussi à la course. On a un Nick Chubb qui a été plutôt bon aussi, qui arrive à gagner des yards alors qu'il ne devrait pas. Les fameux yards au-dessus des attentes, il en est à 33, c'est le plus haut total depuis le début de la saison. Donc on a une attaque qui, pour le coup, sur laquelle on a souvent tapé, qui marque 44 points sur ce match-là, certes face à une défense qui est en lambeaux, on l'a dit, mais qui est efficace et qui reprend un petit peu vie, comme on aurait pu imaginer cette attaque de Houston, qu'elle prenne vie comme cela. Oui, oui, ils sont en train de se relancer complètement en attaque. D'ailleurs, ça fait 2 semaines qu'on voit beaucoup plus un Nico Collins, par exemple, au poste de receveur, et lui aussi en train de retrouver peut-être son niveau de saison de l'année dernière, après un début de saison compliqué. C'est certain, ça va demander confirmation parce qu'on les voit faire ça face à peut-être la pire défense de la ligue actuellement. Donc on a envie de les voir tester un peu plus. Mais je trouve effectivement que l'attaque va un peu mieux. CJ Stroud, on lui demande de lancer beaucoup plus en profondeur. Il fait un peu plus de passes où le ballon voyage longtemps dans les airs. Enfin, on est un peu moins sur un jeu stéréotypé, je trouve, de petites passes. Donc lui aussi, peut-être, on lui a un peu ouvert le playbook. Ça lui fait sans doute du bien. Le fait que le jeu au sol, depuis 2 semaines également, la semaine dernière, c'était Woody Marks, le rookie. Cette fois, tu l'as dit, c'est Nick Chubb. En fait, c'est effectivement, c'est tout le monde va un peu mieux depuis 2 semaines. Donc, on n'oublie pas, hein, ils avaient un nouveau coordinateur offensif. Il fallait peut-être aussi un peu de temps pour que tout ça prenne vie. Ça demande confirmation, mais c'est quand même des signes positifs et surtout, ils sont en train de se relancer au meilleur moment et ils s'accrochent dans une AFC Sud bien plus compétitive qu'il n'y paraissait peut-être lors de l'intersaison. Donc, c'est de bonne augure, je pense. Oui, la semaine prochaine, ils seront en semaine de repos, la fameuse bye week. C'est vrai on avait du mal à imaginer qu'ils seraient troisième de leur division au moment de leur semaine de repos. Et pourtant, il y a deux équipes qui sont au-dessus d'eux avec 4 victoires et une défaite. On a parlé des Jaguars tout à l'heure. On va parler justement des Colts, l'autre équipe qui est devant dans cette AFC Sud. Les Colts n'ont pas tremblé à domicile. Ils se sont imposés 40-6 face aux Raiders de Las Vegas. Pourtant, ce sont les hommes de Pete Carroll qui avaient ouvert le score. Ils avaient inscrit un field goal dès le premier drive, mais Indianapolis a ensuite
vite pris les choses en main. 20 points dans le deuxième quart-temps, 20 points dans le troisième quart-temps, 6 touchdowns inscrits, aucun encaissé. Un Jonathan Taylor avec 3 touchdowns à la course, un Daniel Jones qui a encore été très propre, 2 touchdowns, 212 yards, aucune interception. Raph, la semaine dernière, on disait on voulait observer la réaction des Colts après un bon match, mais leur première défaite de la saison. Là, force est de constater que c'est une belle réaction, qu'ils n'ont pas chuté mentalement et qu'ils continuent ce qu'ils ont. En tout cas, ils continuent sur la voie qu'ils ont construite depuis le début de la saison. Ouais, comme tu dis, c'était vraiment quelque chose qu'on attendait de voir, ces Colts après première défaite et après être retombés sur terre, entre guillemets. Et tu l'as dit, en attaque, ils sont une nouvelle fois impressionnants. Alors, avec un match très propre, encore une fois, beaucoup d'équilibre, Taylor trois touchdowns. Ça joue extrêmement bien en attaque, hein. Il n'y a pas de. Enfin, franchement, tout est bien fait, que ce soit les airs ou le sol, la ligne offensive est costaud. Et la défense, alors je suis un peu moins surpris que la défense ait mis en difficulté l'attaque des Raiders actuelle. Mais non, c'est une équipe ultra complète. C'est ce qu'on a vu effectivement sur les 3 premières semaines. Ouais, 3 premières semaines, ils sont capables de le rééditer en cinquième après la déconvenue de la quatrième. Ils cassent des plaquages. Franchement, c'est comment dire, c'est presque bluffant tellement c'est meilleur que ce qu'on pouvait attendre en fait. Le plan de jeu est parfaitement exécuté par les hommes de Shane Station. Pour le moment, il y a vraiment, en fait, il joue extrêmement juste. Il y a juste pas d'erreurs qui sont faites. Et c'est vrai que du coup, la question, c'est à quel point ils peuvent faire ça toute la saison, mais à ce niveau-là, il va falloir en parler comme d'un prétendant potentiel, enfin, d'un prétendant potentiel au playoff, parce que quand t'as une équipe qui joue aussi bien, qui commet pas d'erreurs, bah, il faut juste ne pas penser qu'au nom qu'il y a sur le terrain, mais à ce qu'il montre sur le terrain, quoi. Ouais, ils sont à minima prétendants à leur division, déjà, ça c'est sûr. Et comme tu l'as dit, quand on est prétendant à la division, on est prétendant au playoff et à voir ce que ça ferait en playoff. Mais je suis d'accord avec toi, le symbole pour moi c'est Daniel Jones qui sur ce match-là fait peu d'erreurs encore. Il y a un super touchdown vers Michael Pittman dans le fond de la end zone qui est impressionnant, qui est symbole, qui est Mhm. symptomatique de la confiance que Daniel Jones peut avoir dans cette saison. Pour donner une indication, c'est la troisième victoire par 20 points ou plus depuis le début de la saison. Entre 2022 et 2024, les Colts n'en ont eu aucune. Donc déjà, c'est pour voilà, Mhm. montrer à quel point c'est vraiment un changement quasiment drastique. Et puis peut-être là où ça se joue, et ça nous permettra de parler des Raiders aussi, c'est que dans la red zone, il y a un 6 sur 6. À chaque fois qu'ils sont arrivés dans la zone rouge, dans les 20 derniers yards, les Colts, ils ont inscrit un touchdown, ils en ont inscrit 6. De l'autre côté, les Raiders, ils sont allés 4 fois dans cette zone rouge et ils ont marqué aucun touchdown, 0 sur 4. C'est là aussi que se joue ce match-là. Oui, oui, c'est là où ça se joue avec une attaque des Raiders qui est pas capable d'être aussi précise et clinique, j'ai envie de dire, que celle des Colts. La capacité des Colts depuis le début de la saison à être la meilleure, ou en tout cas une des 3 meilleures équipes en red zone, fait clairement la différence. Donc ça se joue là-dessus, oui, sur cette capacité de cette attaque à être quasi parfaite au moment le plus important du match et sur le terrain. Donc oui, oui, je te rejoins, ça se joue là clairement. De l'autre côté, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on change le quarterback? Je dis ça parce que Dino Smith, il finit 25 sur 36, 228 yards, 2 interceptions. C'est sa septième et huitième perte de balle depuis le début de la saison. Il est responsable de 8 des 10 pertes de balles des Raiders. Alors, il y a beaucoup d'autres problèmes, hein, bien sûr, Hmm. dans cette équipe-là. La ligne offensive, la défense aérienne qui est catastrophique, on l'a vu. Mais est-ce qu'on change le quarterback pour donner un nouvel allant, sachant que c'est Kenny Pickett qui est derrière, je crois, le quarterback remplaçant des Raiders? Ah oui, il a rebondi là, tiens. Je me demandais où il était passé, Kenny Pickett. Tu vas peut-être le voir la Euh, semaine prochaine face aux Titans, on ne sait pas. ouais, ouais, c'est vrai, c'est pas impossible. Écoute, je laisserai peut-être encore un peu de temps à Geno Smith, mais plus beaucoup, je te l'accorde. C'est vrai que là, il est en train d'user son capital patience. C'est assez surprenant hein, quand même, objectivement, Geno Smith, parce que ces 3 dernières années à Seattle, il était quand même bon. Je veux dire, et là, tout d'un coup, il retombe dans le très mauvais Geno Smith qu'on pouvait voir du côté des Jets. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant de voir à quel point tout s'écroule. Alors surtout que j'ai pas dans l'idée que la ligne offensive des Raiders soit particulièrement plus mauvaise que celle des Seahawks ces dernières saisons. Enfin, je j'ai pas l'impression que ce soit franchement pire. Alors oui, il y a peut-être un casting de receveurs un peu moins bon. Là, Brock Bowers n'était pas là. C'est sûr que ça joue dans ce schéma offensif.
On a Alshon Jeffery qui arrive pas à prendre le poids qu'il est censé prendre dans le jeu offensif. Donc oui, l'attaque est peut-être un peu moins bien rodée qu'à Seattle ces derniers temps, mais il est complètement à côté de ses pompes. Il est mauvais, tout simplement. Il fait trop d'erreurs. Donc ouais, il va sans doute finir sur le banc. Après, la question c'est, enfin oui, tu testes Pickett, mais bon, on va dire que tu prépares déjà un peu la saison d'après. Ça veut dire quoi? Oui, probablement parce que les Raiders sont à une victoire, 4 défaites. Les Colts, eux, sont à 4 victoires, une défaite. Ils affronteront les Cardinals à domicile la semaine prochaine. Les Raiders, eux, affronteront les Titans. Cardinals-Titans, c'est justement le match dont on va parler. Et là, c'est peut-être le résultat le plus surprenant de la semaine. Et d'ailleurs, quand on regarde le match, c'est encore plus surprenant, j'ai envie de dire, parce que les Titans se sont imposés donc dans l'Arizona sur la plus petite démarche 22-21. Et je dis surprenant parce que les Cardinals menaient 21-6 avant deux actions incroyables. Aussi peu probable qu'incroyable dans le quatrième quart-temps. Je vais être obligé de vous les raconter rapidement, mais si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à aller les regarder parce qu'il y a eu d'abord une course de 72 yards de Demarcado, le running back remplaçant des Cardinals. Il était tout seul, il s'apprêtait à entrer dans la end zone. Il a lâché le ballon. On avait vu Mitchell faire ça la semaine dernière avec les Colts. Eh bien, lui, il a fait la même chose. Résultat, un fumble alors qu'il aurait pu donner 22 points d'avance à 12 minutes de la fin. Autant dire que le match aurait pu être plié. Fumble, ballon récupéré par les Titans. Et ensuite, il y a eu une autre action, une passe déviée de Cam Ward alors que les Titans étaient dans la zone rouge. Interception des Cardinals, Tyler Demerson qui récupère le ballon. Là aussi, on se dit que le match est terminé. C'est juste devant la end zone des Cardinals. Le défenseur des Cardinals perd le ballon. Le ballon roule dans la end zone. Tyler Lockett, qu'on avait quasiment oublié, hein, qui est receveur des Titans, en effet, je le confirme, on l'a redécouvert, plonge sur le ballon. Touchdown. Touchdown des Titans. Du coup, ils reviennent dans la partie. Je te vois dépité, mais c'est vrai que quand on voit ce match-là, on se dit, mais comment ça peut arriver? Et dans la foulée, les Cardinals ont un drive, stop défensif des Titans, drive de 71 yards de Tennessee avec Cam Ward à la baguette, field goal de la gagne, 22-21. Il y en a toujours un par podcast, Raph, c'est ici, c'est maintenant, la classique, et j'ai déjà ma réponse en tête, hein, je pense. Est-ce que c'est les Titans qui ont gagné ce match-là, ou est-ce que c'est les Cardinals qui l'ont perdu? Ah bah là, on est quand même vraiment obligé de dire que c'est les Cardinals qui le perdent celui-là. Je vois vrai. Il y a aucun scénario où ils sont censés le perdre. Tu as répété les fumbles. Je trouve même que on pouvait même parler du play calling quand les Titans reviennent et que derrière les Cardinals ont la balle en fin de match et qui décident de faire trois courses plein centre pour directement rendre la balle aux Titans sans envie, sans énergie, sans volonté de se dire. Ok, on a Kyler Murray, on va peut-être tenter quand même de jouer à la passe avec Kyler Murray, Marvin Harrison, Trey McBride. Enfin, je sais pas, c'est quand même des mecs normalement capables de capter un ou deux ballons à un moment. C'est vraiment une défaite absolument catastrophique et ça confirme finalement ce qu'on on se demandait. Est-ce que les Cardinals allaient encore passer un cap avec Gannon ou allaient stagner? Là, clairement, c'est une stagnation, voire presque régression. Non, non, ils perdent vraiment ce match tout seuls. Honnêtement, enfin, j'ai envie de dire, tu peux presque pas analyser le truc dans le sens que c'est des erreurs tellement anormales que, enfin, comme tu le dis, le touchdown de Demarcado, ils doivent mener 28-6 et c'est réglé en fait. Derrière, jamais les Titans n'ont les moyens de remonter 22 points. Donc, c'est vraiment ce genre de match qui sort de toute rationalité et les Cardinals étaient meilleurs, les Cardinals sont une meilleure équipe, mais ils arrivent à le perdre. 1,8% de chance de gagner ce match-là. Ouais. Les Titans, au moment où Demarcado plonge vers la end zone, en tout cas court vers la end zone, tu te dis, mais comment c'est possible? C'est le troisième match consécutif. J'avais pas réalisé avant de lire la statistique que les Cardinals perdent avec un field goal à la dernière minute. C'est Ok, arrivé la semaine dernière, oui. c'est arrivé il y a 2 semaines aussi. Il y a eu face aux 49ers, qui ont l'habitude, hein, de faire ça aussi, les 49ers Oui. dans notre sens. C'est arrivé la semaine dernière aussi, et ça arrive là face aux Titans. Donc c'est incroyable. Et c'est vrai que tu le dis, il y a un play calling qui est un peu bizarre. Pourtant, il y avait une belle connexion avec Marvin Harrison et Mhm. Kyler Murray. C'est peut-être une des premières fois où on voit cette connexion. Marvin Harrison qui a 98 yards sur ce match-là. Et du coup, de l'autre côté, c'est exactement ce que je me suis noté. Et tu l'as dit, c'est dur à analyser parce que les Titans font le bon drive qu'il faut à la fin. Il y a ce touchdown juste avant qui est relativement chanceux, on va le dire. Mais en même temps, ils gagnent ce match-là. On vient de faire une ode à la victoire tout à l'heure en disant que Oui. on peut pas passer à côté des victoires. Ils gagnent ce match, mais c'est dur à l'analyser. On a du mal à les imaginer reproduire ça en tout cas. Non, je suis d'accord. C'est bien, ils l'ont gagné et c'est le mérite d'y avoir cru jusqu'au bout, d'avoir le mental, tout ça. Ça, on peut pas leur retirer. Mais c'est vrai que pour le coup, concrètement, ils montrent pas grand-chose. Je sais pas, en dehors peut-être d'un Jeffrey Simmons qui a encore été excellent sur l'intérieur de la ligne.
le reste à Tennessee, c'est quand même très très faible et c'est vraiment un enchaînement de circonstances qui leur permet de rester dans ce match. Alors qu'ils s'avançaient vers une large défaite. Enfin, ça allait être encore un très mauvais match de Tennessee. Et à la fin, t'as tout ce cirque qui les remet dedans. Donc oui, peut-être que ça peut créer un peu de motivation, mais disons que contrairement à d'autres équipes, des fois, où elles gagnent un peu par chance, mais il y a quand même des bonnes choses montrées, tu dis, OK, il faut construire là-dessus. Là, moi, personnellement, je vois même pas de base solide sur lesquelles construire dans cette victoire. Donc, je ne les vois pas particulièrement reproduire ça la semaine prochaine, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Ce match-là dit plus des Cardinals que des Titans, même si Hmm. c'est la première victoire des Titans. Ils finiront pas Fanny à minima, mais ça dit plus des Cardinals. Et on l'a dit, les Cardinals iront à Indianapolis, donc face aux Colts. Les Titans, eux, iront à Las Vegas pour jouer face aux Raiders. Les Dolphins se sont fait surprendre eux aussi à l'extérieur face aux Panthers. C'est une défaite 27-24 qui fait tâche pour Miami, d'autant qu'ils menaient 17-0. Et à ce moment-là, on se disait que c'était plié, hein. Bryce Young avait déjà perdu un fumble, il avait lancé une vilaine interception aussi. Et puis finalement, les Panthers se sont repris. Petit à petit, ils ont serré la défense, ils ont donné le ballon à Rico Dowdle, qui a gagné plus de 200 yards, le running back. Et grâce à cette formule, ils sont revenus petit à petit jusqu'au touchdown de la gagne, à 2 minutes de la fin pour Mitchell Evans. Pour les Panthers, Raph, les montagnes russes continuent. On a un très bon match en semaine 3, beaucoup moins bien en semaine 4. Là, c'est moins bien, puis bien en semaine 5, surtout à la fin. D'ailleurs, le début a été compliqué. Donc, c'est encore une fois, c'est des montagnes russes dans la saison, dans le match. C'est l'expérience Bryce Young, on ne fait que le répéter chaque semaine. Et on l'a encore là, on a l'expérience là sur ce match-là. Oui, 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 effectivement, on a encore les montagnes russes. Alors pareil, hein, c'est ce qu'on disait, et la victoire importante, ils sont capables de faire des bonnes choses. Après, pour être honnête, c'est quand même une victoire qui, moi, me semble, pareil, encore une fois, difficilement reproduisible, en tout cas sous ce format-là, et c'est peut-être en ce sens-là, Montagne Russe, c'est qu'il y a un autre moment, ils gagneront un autre match d'une autre manière, mais les stats du jeu au sol sont absolument délirantes, et je vois pas comment tu peux reproduire ça. Enfin, sur ce match-là, les Panthers, ils ont 6,1 yards après contact à la course. Après contact à la course, 6,1 yards. C'est juste hallucinant. Ils ont 7 courses de plus de 10 yards. Enfin, je veux dire, c'est quand même des stats. Objectivement, tu peux pas les reproduire semaine après semaine. Donc là, sur ce match-là, ils ont la chance d'exploser la défense de Miami au sol. Mais pour moi, en fait, le souci que j'ai toujours avec Carolina, c'est que c'est pas une victoire construite sur des fondamentaux solides et que tu peux reproduire, c'est des épiphénomènes. Et c'est en ce sens-là que moi, je te rejoins, c'est encore les montagnes russes, à mon sens. C'est que la semaine prochaine, il y a une chance sur deux que le jeu au sol marche pas comme ça, en fait. Il y a aucune raison. Sur ce match-là, je l'ai dit, Rico Dowdle gagne plus de 200 yards, et c'est vrai, tu l'as dit, et pour montrer à quel point c'est difficilement reproduisible semaine après semaine, est-ce que tu sais, allez, je vais pas te demander le joueur, mais la date du dernier running back qui a gagné plus de 200 yards avec les Panthers, si tu devais donner une date comme ça. Oh là là, plus de 200 yards avec les Sur un match, Panthers. hein, bien entendu. Sur un match, je sais pas, il y a un Jonathan Stewart il y a très longtemps. 2012, Non. D'Angelo Williams. Wow, ouais, ok. Ça fait plus de 10 ans, 13 ans Ouais. qu'il n'y avait pas un running back qui avait gagné plus de 200 yards. Alors c'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours, mais voilà, c'est pour montrer à quel point c'est exceptionnel. Après, si le jeu au sol, certes, le jeu au sol ne gagnera pas 200 yards, en tout cas, il n'y aura pas un running back qui gagnera 200 yards toutes les semaines. Mais s'il y a un running back qui arrive à gagner, allez, même 100 yards par match, déjà, ça pourrait enlever un peu de pression à Bryce Young, qui pourrait éviter peut-être les erreurs. Sur ce match-là, on l'a dit, il perd un fumble, une interception. Il envoie deux touchdowns, il est à 198 yards. Donc c'est vrai que ça, c'est difficilement imaginable de le reproduire semaine après semaine, mais ça peut être quelque chose sur lesquels s'appuyer, avoir un Rico Donnell qui a déjà gagné quasiment plus de yards que Chuba Hubbard, je crois, cette saison. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué, mais encore une fois, je trouve que ce match-là, ça dit plus sur les Dolphins. Et ils ont laissé filer ce match-là avant même enfin, au-delà même de parler du match, Mike McDaniels, comme tu le disais, des yards après contact, ça veut dire que les plaquages sont mal faits, en tout cas ne sont pas efficaces. Il y a beaucoup de choses qui vont pas bien dans cette équipe, dans ce match-là et cette équipe-là. Et j'ai l'impression, j'ai peur que le coach, en tout cas, prenne pour l'ensemble de l'œuvre des Dolphins depuis le début de la saison, voire sur les saisons précédentes. Oui, oui, je pense comme toi qu'il va finir par prendre. On a là dans la presse est sorti que le propriétaire était très énervé, très frustré parce qu'en train de se passer. On sait que c'est pas le plus patient des propriétaires.
Donc McDaniels me semble clairement en énorme sursis et je pense pas qu'il aille beaucoup plus loin. Mais je suis d'accord, c'est un problème de coaching un peu général, avec des joueurs pas forcément impliqués. Se faire remonter comme ça alors que tu domines une équipe qui est quand même globalement, à mon sens, un peu plus faible, c'est problématique. Je trouve que ce problème de comportement, de machin, ça fait quand même un petit moment qu'on en entend parler du côté de Miami et des Dolphins, et que ça traîne. Je sais pas, pour ceux qui se rappellent pas, mais Vic Fangio, avant qu'il devienne coordinateur défensif des Eagles, avait été coordinateur défensif des Dolphins l'année juste d'avant, une saison. Il est parti en désaccord avec Mike McDaniels, et tous les joueurs de Miami se plaignaient de la dureté des entraînements de Vic Fangio, de la dureté des consignes, du style. Bon, derrière, Vic Fangio, il fait ce qu'il fait avec la défense des Eagles. Donc, est-ce que, il y a quand même pas un petit problème de culture aussi, mine de rien, à Miami au bout d'un moment? Parce que je pense hein, que, en termes de talent individuel, l'effectif de Miami est un poil plus complet que celui des Panthers. Mais pour moi, là, c'est des problèmes d'exécution, c'est des problèmes de sérieux. Et ça, à un moment, effectivement, on se tourne facilement vers le banc de touche. Petit rayon de soleil pour les Dolphins, c'est Darren Waller qui revient. Oui, alors ça. Il revient plutôt bien. C'est vrai qu'on on l'espérait pas, on l'imaginait pas. Il fait 5 réceptions, 72 yards sur ce match-là, un touchdown. On se rappelle la semaine dernière, il a été bon aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu, c'est peu, surtout quand on voit que cette défense-là, elle est catastrophique. Les Dolphins joueront les Chargers la semaine prochaine à domicile. Les Panthers, eux, joueront face aux Cowboys. Ils ont parlé pas forcément de quelque chose qui était, qu'on pouvait reproduire. Je ne sais pas s'ils pourront gagner 200 yards la semaine prochaine face aux Cowboys, mais les Cowboys ne sont pas les meilleurs défensivement au C'est sol vrai. la semaine prochaine. Donc les Panthers sont peut-être un coup à jouer. En tout cas, voilà, on a fait déjà ce tour globalement de l'AFC. Et si on prend la direction de la NFC, quand on vous disait que chaque match des Buccaneers serait rempli de suspense, semaine après semaine, on ne vous ment pas et les scénarios nous donnent raison. Cinquième rencontre pour les Bucks, cinquième match serré. Et à l'inverse, pardon, de la semaine dernière, ils ont su retrouver les ressources dans les derniers instants pour gagner ce match-là. Ils ont déjà égalisé à 35 partout. Sur le drive suivant, Sam Darnold, qui a été pourtant très bon dans ce match-là, a lancé une interception qui a permis aux Buccaneers d'être en position parfaite pour mettre le field goal de la gagne. Résultat 35-38, victoire donc des Floridiens face à Seattle. Déjà, avant même de rentrer dans le détail, c'était globalement un super match, Raph. Ouais, super match entre deux équipes vraiment surprenantes depuis le début de la saison, très bonnes offensivement, et qui montrent qu'elles ont des qualités pour être des équipes emmerdantes si tu les rencontres sur un tour de playoff, parce que quand même c'est des attaques qui avancent bien, et tu peux avoir, elles ont des défenses capables de créer par moments des turnovers, donc non, non, c'était vraiment un beau match entre deux outsiders, je trouve, de playoff en NFC, deux équipes qui, voilà, qui pourraient être un peu embêtantes en fin d'année. Donc c'était quand même sympa à regarder, le suspense. Les défenses ont eu vraiment du mal en deuxième mi-temps, c'était clairement compliqué, mais d'un autre côté, on a quand même beaucoup de talent dans ces deux attaques. Ouais, j'ai envie de plutôt parler du talent. C'est vrai que les défenses ont eu du mal, mais c'est peut-être à cause du talent en face. On peut citer des statistiques. On a un Smith Njigba qui a 132 yards, on a Egbuka qui a 165 yards. Déjà, au niveau des receveurs, la relève est assurée hein, déjà en NFL quand on voit ces joueurs-là et ces statistiques. Et puis on a ces Bucks qui sont clutch semaine après semaine. On le répète, la semaine dernière, ça a été un peu compliqué. Ils n'ont pas réussi à passer devant ces Eagles-là, mais globalement, ils arrivent souvent à le faire d'une manière ou d'une autre, que le match soit bas dans les points ou qu'il soit très haut. Et encore une fois, on se répète parce que désormais, il y a des tendances dans les équipes. Et cette tendance des Bucks qui sont clutch, qui ont du caractère, qui arrivent à aller gagner des matchs, elle est nette et précise et on le voit semaine après semaine. Oui, effectivement, là, quand on en est à 4 fois sur 5, on est sur au-delà d'un épiphénomène pour le coup. On est sur vraiment une capacité de Tampa à rester dans le match, à s'accrocher jusqu'au bout, et avec clairement un doute qui n'existe pas dans cette attaque sur leur capacité à aller chercher le drive de la victoire. Leur quarterback s'en nourrit, tout le monde monte dans le bateau, j'ai envie de dire, avec lui là-dessus. Donc c'est vraiment une capacité qu'ils ont. On l'avait dit la semaine dernière, c'est une équipe que tu dois essayer d'enterrer le plus vite possible parce qu'il y a cette menace avec le talent offensif qu'ils ont et le jeu qu'ils ont. Donc il va falloir ceux qui devront les battre devront essayer de s'en débarrasser le plus tôt possible. Mais oui, je te rejoins, c'est clairement une tendance du côté de Tampa et potentiellement je trouve que Seattle pourrait être une équipe qui ressemble à Tampa progressivement.
Mike McDonnell, le coach, est là depuis un peu moins longtemps que Todd Bowles. Lui est en train de mettre tranquillement en place les choses, mais dans cette capacité à rester un peu dans le match grâce à l'attaque, à la défense qui est opportuniste, on pourrait avoir des scénarios similaires, à mon avis, du côté de Seattle dans les semaines à venir. On a noté le bateau des boucaniers. Bien, bien vu, on l'a noté, mais justement, tu as un peu anticipé, mais je voulais parler des Seahawks, justement, et notamment de Sam Darnold, mais de cette attaque-là, parce qu'il y a cette interception qui gâche un peu une performance qui, jusque-là, était quand même globalement très bonne. J'ai pas donné les statistiques des quarterbacks, mais Baker Mayfield, c'est 379 yards, Sam Darnold, c'est 341 yards, 4 touchdowns lancés. Donc c'est vrai qu'il y a malheureusement cette interception qui gâche un peu la fin de match, en tout cas qui permet de faire basculer ce match-là. Mais globalement, il y a une très belle performance et il y a une attaque derrière Sam Darnold qui va bien. Oui, l'attaque va bien, hein. Clint Kubiak, le coordinateur offensif, fait vraiment un bon boulot du côté de Seattle. On peut dire que les Seahawks ont quand même eu le nez creux, hein, parce que cette intersaison, ils se débarrassent de Geno Smith, avec qui ça marchait plutôt bien, pour signer un Sam Darnold dont on se demandait est-ce que c'était pas que chez les Vikings qui pouvait être bon, machin. Après 5 semaines, il y a quand même pas photo entre ce que Sam Darnold peut apporter et le Geno Smith de Las Vegas. Donc là-dessus, ils ont en plus doublement bien joué. Non, cette attaque même au sol, je trouve qu'elle marche pas mal par moment. Le duo Walker-Charbonnet est assez excellent dans ce rôle de one-two punch avec les courses explosives de Walker, la puissance de Charbonnet. Bon, c'est une attaque qui va clairement marquer des points toute la saison. Il faut que la défense soit un peu plus hermétique, mais il y avait quelques blessures là en cours de match dans le backfield défensif qui a peut-être un peu déstabilisé l'ensemble, on va dire. Mais je te rejoins, c'est une belle attaque et elle risque de mettre beaucoup de points, ouais. Et tu parlais de nez creux, je ne sais pas si tu sais, mais Tyler Lockett est receveur des Titans. Je sais pas si je sais pas si t'es au courant, j'ai découvert ça. Il a marqué un touchdown. Bon, bah, voilà. Mais en effet, les Seahawks, ça va être intéressant à voir comment ils évoluent. Ils sont à 3 victoires de défaite dans cette NFC West aussi qui est, on va dire, difficilement analysable aussi, cette NFC West Mm. avec des Rams, avec des Cardinals, des 49ers. Bon. Et les Buccaneers, eux, sont à 4-1 et avec la défaite des Eagles dont vous avez parlé hier, se retrouvent avec le meilleur bilan de la NFC aussi, le meilleur bilan de NFL, globalement, à égalité avec quelques équipes. Mais c'est vrai que ce sera à surveiller. Les Seahawks iront à Jacksonville pour affronter les Jaguars. On l'a dit, ce sera un beau match. Les Buccaneers, eux, joueront face aux 49ers. Alors, là, je vous le dis, normalement, je le dis et ça ne se passera pas. Mais on a deux équipes qui font des matchs serrés, peu importe quoi qu'il arrive. Entre les 49ers et les Buccaneers. Si ça ne finit pas sur un field goal de la gagne, je comprends plus rien au football. Je dis ça, ça va finir en 35-7 et il n'y aura pas de match, comme on peut l'imaginer. Mais bon, voilà, ça va être aussi un match sympa à regarder. Les Chargers face aux Commanders, un duel d'outsiders dans chaque conférence. Et ce sont les Commanders qui ont pris le meilleur de Los Angeles, 10-27. Los Angeles menait pourtant 10-0 avec les deux premiers drives qui ont apporté des points. Mais la machine s'est ensuite un peu enrayée. Ils n'ont plus marqué aucun point. Ils ont encaissé un 27-0. Jaden Daniels était de retour. Il a été plutôt propre, plutôt bon même. Et c'est surtout le rookie Ja'Cory Kroski mérite le running back qui a porté cette attaque avec 150 yards derrière la ligne de scrimmage. Cette victoire des Commanders, Raph, je sais pas ce que tu en penses, mais je la trouve plutôt impressionnante. On a eu un Daniels en contrôle qui a été très bon, pareil, qui a pris du rythme au fur et à mesure du match. On a eu des actions d'éclat. On voit qu'il y a beaucoup de talent. Je parlais du rookie running back. C'est une victoire qui saute aux yeux, j'ai envie de dire, face à une bonne équipe des Chargers depuis le début de la saison. Et on a des Commanders qui sont en train de revenir un petit peu comme on pouvait les imaginer jouer cette saison. Oui, c'est vrai que je trouve aussi la victoire assez impressionnante parce que les stats offensives, notamment les trois touchdowns en red zone, et quand ils passent 5 fois en red zone, ils mettent trois touchdowns, et quand c'est pas des touchdowns, c'est deux field goals. Ils sont à un peu plus de 7 yards gagnés par action en mélangeant course et passe, ce qui est quand même une moyenne assez haute. Ils font ça face à une défense pourtant des Chargers qui est quand même costaud, qui est une des meilleures défenses de la ligue, et on sent que cette attaque de Washington arrive quand même à s'en défaire et retrouve son jeu au sol. Parce que le jeu au sol, pour le coup, avait été peut-être un peu en difficulté les 2, 3 premières semaines. C'était vraiment une des différences par rapport à l'an dernier. Et là, depuis 2 semaines, on est quand même beaucoup mieux à ce niveau-là du côté de Washington. Et c'est tout le jeu offensif qui recommence à décoller. Donc je trouve, ouais, comme toi, je l'ai trouvé assez impressionnant parce que c'était la belle surprise de l'an dernier. On se demandait est-ce qu'ils étaient capables de confirmer. Et là, mine de rien, je trouve que depuis le début de la saison, les équipes qui sont censées être à leur niveau, ils sont en train de les battre. Alors peut-être qu'ils battent pas encore les meilleurs, mais ils sont en train de confirmer que, ouais, normalement, quand tout est OK, quand il n'y a pas de blessure
ils sont dans le coup. Donc, ils ont été. Je trouve aussi que Jaden Daniels a été bon à la passe, comme toi. Donc, ouais, moi, je suis assez convaincu par cette prestation offensive, notamment des Commanders. Ouais, on le rappelle, le jeu au sol qui était porté par Austin Eckler, qui est blessé et qui est out toute la saison. On a ensuite cherché un petit peu des solutions. Et puis c'est ce rookie-là, Cross Merritt, qui est en train de prendre de la place et de s'imposer comme peut-être le running back numéro un. Il a 14 courses sur ce match-là, 111 yards, 2 touchdowns. Il marche aussi, il fonctionne bien aussi à la réception. Il a une bonne connexion avec Jaden Daniel. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et puis de l'autre côté, il y a une grosse pression défensive sur Justin Herbert qui fait aussi que ce match bascule en la faveur des Commanders. Il y a 4 sacs sur le quarterback des Chargers. 12 pressions au global. L'attaque marche bien et c'est peut-être la figure de proue de cette équipe-là, mais la défense, quand elle est comme ça aussi, elle permet justement à cette attaque de briller. Oui, c'est sûr que la défense des Commanders était quand même moyenne depuis le début de la saison, et notamment, je trouve, le pass rush était vraiment dedans. Là, on est en train Dan Quinn est en train un peu de retrouver pareil, la clé de l'an dernier, hein, ce qui les avait aussi aidés à aller loin. C'était une défense agressive sur le pass rush, et malgré quelques lacunes dans le backfield défensif, qui à mon avis, ils sont toujours, mais si le pass rush fonctionne, ça aide forcément le backfield défensif, et c'est ce qu'on est en train de retrouver du côté des Commanders. Donc tout est en train de revenir au bon niveau, je trouve, dans cette équipe. Alors, si on est un peu tâti, on dirait qu'effectivement, il y a quand même comment dire, il y avait quand même en face une ligne offensive avec pas mal de blessés. Ça a peut-être un peu facilité la prestation du pass rush des Commanders. Mais bon, malgré tout, ils shut down quand même complètement cette attaque qui marchait bien jusque-là, tout pendant 2 quarts temps et demi. Donc non, c'est une prestation complète, ouais. Un petit mot sur Los Angeles, il y a trop d'erreurs dans ce match-là pour le remporter. Il y a un fumble de Quentin Johnston, il y a une pénalité sur un retour de punt qui aurait offert un touchdown. Dans un match comme ça, on peut rajouter aussi 10 pénalités. Il y en avait eu 15 la semaine dernière, il y en a 10 sur ce match-là. Dans un match comme ça, ça se paye cash face à une équipe en face qui justement fait payer les erreurs. Les Chargers ne peuvent pas se permettre d'avoir ce genre d'erreur. Ils n'ont pas cette marge-là. C'est ça, c'est une équipe qui arrivait à enchaîner bien, ils l'ont fait l'an dernier, qui arrivait à enchaîner bien là, avec leurs 3 victoires en début de saison, parce qu'en fait tout était parfaitement exécuté pour le coup, il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas de drop, il y avait peu de pénalités, et depuis qu'ils se remettent à faire ces petites bêtises, ils perdent, ça fait 2 matchs de suite, et comme tu dis, je crois que c'est vraiment la preuve que il y a des trous dans cet effectif malgré tout. Il y a peut-être un manque de talent sur certaines positions, et t'as pas cette marge qu'ont d'autres équipes quand elles font des erreurs pour aller l'emporter. Les Chargers doivent faire un match complet et plein pour être sûr de l'emporter. En plus des blessures, mine de rien, là, il y a quand même aussi le rookie au sol, au Marion Hampton, hein, qui finit blessé et qui est sur la liste des blessés pendant au moins un mois. Ça commence à faire beaucoup, hein, pour l'équipe. C'est quand même un pan entier là, du jeu Oui, parce qu'on le offensif rappelle, des. Najee Harris est blessé C'est ça. et absent aussi. C'est ça, Najee Harris est blessé, donc a priori, ça serait Kimani Vidal en coureur numéro un. Bon, sans lui faire injure, je n'ai pas la certitude qu'il puisse porter un jeu de course, un jeu de course. Donc on va devoir quand même beaucoup plus passer, ce qui va peut-être faciliter le jeu des adversaires en défense, de se concentrer sur la passe. Donc les semaines s'annoncent peut-être un peu compliquées du côté des Chargers, qui avaient étonné en début de saison. Là, il va falloir que Jim Harbaugh retrouve un peu de poigne sur son équipe. Mais ouais, comme tu dis, c'est toutes ces petites erreurs qui les tuent clairement. Ils n'arrivent pas à prendre le large hein. En AFC West, Mm. on voit des Chiefs qui sont en difficulté et du coup, ils n'arrivent pas à prendre ce large-là. Et si on imagine les Chiefs remettre tout d'équerre, comme on le disait en début de podcast, bah, malheureusement, ils n'ont pas forcément de marge. Ils sont à 3 victoires, 2 défaites, donc 2 défaites consécutives. Ils joueront face aux Dolphins la semaine prochaine à Miami. Les Commanders, eux, recevront les Bears qui sortent d'une semaine de repos. Nouvelle victoire tranquille pour les Lions qui ont une nouvelle fois déroulé face aux Bengals. Un succès 24-37 qui est flatteur presque pour Cincinnati Ouais. parce que Détroit menait 28-3 au début du quatrième quart-temps. Jake Browning pardon, s'est réveillé avec 3 touchdowns dans les 15 dernières minutes, mais c'était beaucoup trop peu car la bande à Jared Goff a été encore hyper efficace. Ils ont fait le travail, tout comme la défense qui a intercepté Browning à 3 reprises aussi. Ça y est, les Lions sont sur leur vitesse de croisière. Là, on parle d'équipes qui ont une tendance. Ils ont perdu leur premier match. Ils sont sur 4 victoires consécutives. Ça déroule pour Détroit. Oui, oui, ça déroule complètement. Comme tu dis, le score final est vraiment généreux, on va dire, avec les Bengals, parce qu'il y a l'écart.
entre les deux équipes est bien plus important que cela. On est une équipe de Détroit qui a déroulé au sol, qui a déroulé dans les airs, qui, quand elle arrive à placer son jeu offensif comme ça, j'ai envie de dire, à peu d'égal dans la ligue, clairement. Il y a peu d'équipes qui sont capables de suivre ce rythme-là et de le contester. Donc eux, vraiment, on a le sentiment que c'est une équipe qui est un peu en répétition de gamme. On n'est que semaine 5, mais ils répètent leur gamme pour le mois de janvier, fin janvier, parce qu'ils sont très forts en attaque et la défense a des trous et de toute manière, on le sait, c'est pas une défense qui va être hermétique, mais elle a des playmakers et c'est par son agressivité qu'elle cherche à faire la différence. Hutchinson revient bien de sa blessure de l'an dernier, donc elle continuera à prendre des yards, ça j'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, un coup c'est une interception de Kirby Joseph, un coup c'est un sac fumble de Hutchinson et c'est son style et ils le feront jusqu'au bout. Donc moi je pense, hein, on va voir quand ils vont affronter des cadors, mais en tout cas si vous devez avoir une certitude quand vous faites des paris, je pense c'est de mettre les Lions face à une équipe plus faible. Ouais. Hutchinson, qui a une belle tête de comeback player de l'année quand même, hein, quand on voit comment il revient et qui était en effet blessé la semaine dernière. Et puis il y a une belle distribution, j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a Jahmyr Gibbs qui court 12 fois, qui a 2 réceptions. Il y a un David Montgomery qui a 18 courses, on le connaît, c'est 2 running backs. Il y a Amon-Ra St. Brown, 8 réceptions, Sam Laporta 5 réceptions. Encore une fois, en attaque, ça distribue beaucoup. Je suis presque déçu que le touchdown d'Isaac Tesla, le rookie, soit classique. Il nous a habitués à des touchdowns de l'espace avec ses 2 premiers touchdowns. Là, c'est un touchdown classique, c'est déjà son troisième. Donc là aussi, il y a un joueur qui est en train d'éclore aussi. Donc c'est plutôt intéressant pour les Bengals, malheureusement, sans Joe Burrow. Un petit mot sur Jamar Chase. Je l'ai taillé un peu la semaine dernière. Là, il est revenu, il m'a expliqué voilà, il était pas dans une année 100, 110 yards pour lui, 2 touchdowns. Le problème, c'est que c'est trop tard. Il a essayé d'aider son quarterback, c'est ce que je lui demandais la semaine dernière. Ça a été un peu trop tard, mais sans Joe Burrow et avec toutes les lacunes qu'on connaît pour cette équipe-là, c'est trop compliqué. Oui, c'est trop compliqué. Les lacunes défensives, notamment, sont toujours les mêmes. Et en dehors de Trey Hendrickson, j'ai envie de dire comme d'habitude, le reste est pas au niveau. Et le coaching n'arrive pas. C'est un nouveau coordinateur défensif, mais qui n'arrive pas à régler, qui n'arrive pas à faire progresser la défense clairement. Donc derrière, entre la défense qui est toujours mauvaise et une attaque qui n'arrive plus à suivre le rythme parce qu'il n'y a pas de Joe Burrow, ligne offensive toujours en difficulté, un jeu au sol qui est quand même extrêmement décevant depuis le début de la saison. Chase Brown est vraiment pas au niveau. Bon, bah, effectivement, t'as Jamar Chase qui essaye de naviguer à vue, de sortir la tête de l'eau, mais c'est trop peu, trop et pas assez. Donc, ça parle, Zach Taylor évoque peut-être un changement de quarterback. C'est pareil, je suis pas franchement sûr qu'il y ait un quarterback dans la ligue là actuellement qui puisse te permettre d'enchaîner des victoires compte tenu de ces lacunes-là, en fait. Ouais, ça me paraît compliqué aussi. Les Bengals qui iront à Green Bay, qui affrontent les Packers la semaine prochaine. Donc c'est vrai que je ne sais pas s'ils vont changer de quarterback, mais ça risque d'être compliqué. Les Lions, eux, iront à Kansas City pour affronter les Chiefs. Donc un beau match qu'on attend à la semaine prochaine. Il ne reste plus qu'une seule équipe sans victoire dans la ligue et elle est à New York. Les Jets se sont de nouveau inclinés, cette fois-ci à domicile 37-22 face aux Cowboys. Et là encore, hein, à l'image du match dont on vient de parler, le score est lourd, 22 à 37, mais il est presque flatteur parce qu'il y avait 30-6 dans le quatrième quart-temps pour les Cowboys. Et l'attaque de Dallas s'est encore une fois régalée. On a encore un Dak Prescott quasiment en mode MVP, un jeu au sol qui a été très solide. Cette attaque des Cowboys, on parlait tout à l'heure de l'attaque des Lions, on l'attendait. Cette attaque des Cowboys, on l'attendait peut-être pas forcément, mais elle montre qu'elle est hyper solide, hyper spectaculaire, qu'elle marque beaucoup de points. Et je l'ai dit, Dak Prescott, quasiment en mode MVP. Alors, moi j'aurais dit qu'on l'attendait, mais peut-être pas aussi forte que ça non plus. Pour être honnête, on l'avait quand même ciblé comme dans les points forts de l'équipe. Mais c'est vrai qu'elle est encore plus forte que prévu, notamment parce que le jeu au sol est bien meilleur que ce qu'on pouvait attendre. On avait un Javonte Williams qui arrivait quand même sur la pointe des pieds hein, d'une expérience à Denver un peu moyenne et qui là se régale quand même dans cette attaque. Une attaque où je trouve ce qui est d'autant plus bluffant, c'est qu'il y a quand même aussi beaucoup de blessures sur la ligne offensive et pourtant du côté de Dallas, ça se voit presque pas, j'ai envie de dire, parce qu'on a un Dak Prescott qui joue très bien, qui arrive à se débarrasser rapidement du ballon, qui arrive à trouver ses cibles. On a un Javonte Williams qui avance très bien aussi au sol depuis plusieurs semaines et là ça a été encore le cas.
Et tout ça avec l'absence de CeeDee Lamb. Et pourtant, George Pickens se monte. Jake Ferguson est en train de passer un cap au poste de tight end. Là, sur ce match-là, alors bon, je suis pas sûr qu'on le reverra la semaine prochaine, mais on a un Ryan Flournoy à 6 réceptions et 114 yards. Bon, objectivement, c'est peut-être le match de sa vie. On en a vu hein, en NFL des mecs qui, sur un match, sont incroyables et après on les voit un peu. Je pense qu'il rentrera dans le rang. Mais tout ça pour dire que le système offensif est tellement bien rodé actuellement du côté de Dallas que ça permet même de faire briller des un peu no-name comme ça sur un match et d'exploiter les faiblesses de l'adversaire. Donc non, c'est une attaque assez impressionnante et tu te dis c'est dommage que la défense suive pas encore le rythme Oui. parce que c'est une équipe qui pourrait être vraiment intéressante si la défense arrivait à passer un palier. Oui, clairement, clairement. Alors sur ce match-là, c'est plutôt correct parce que ça affronte les Jets. Mais c'est vrai que face à Voilà. cette équipe, on le rappelle, on se rappelle face aux Bears notamment où ils avaient pris beaucoup de points. C'est vrai que c'est dommage, mais je suis d'accord, cette attaque elle marche bien. De l'autre côté, il y a des Jets, je l'ai dit, qui sont toujours sans victoire, 5 défaites depuis le début de la saison. Ils prennent beaucoup de points. L'attaque elle n'est pas forcément au rendez-vous. La défense non plus. Alors en attaque, il y a un bon Brice Hall sur ce match-là qui arrive à courir notamment au milieu de la ligne. C'est pour ça que tout à l'heure je chambrais un peu sur la défense de la course des Cowboys, mais Brice Hall a été plutôt bon, mais c'est un peu le seul rayon de soleil parce qu'après tout le reste c'est très compliqué et on ne voit pas vraiment. Alors je dis pas qu'on ne les voit pas gagner un match, mais on ne voit pas vraiment comment ça peut s'améliorer à minima. Gagner un match contre une équipe peut-être très moyenne sur quelque chose, sur des coups du sort, entre guillemets, mais gagner de manière consistante, on a du mal à l'imaginer. Non, je suis d'accord, ils gagneront pas de manière consistante. Après, comme tu dis, ils gagneront un match ou deux par-ci par-là, parce que c'est pareil, hein, des saisons à zéro victoire, ça existe quasiment jamais, ça n'arrive quasiment jamais en NFL. Il y a toujours un moment où une équipe va en prendre un, parce que ça, les choses cliquent sur ce match-là, ou parce que c'est en fin d'année, qu'il y a une tournée d'effectifs chez les équipes en playoff, etc. Et donc tu vas en remporter un, mais oui, il y a pas de stabilité. La défense est vraiment à la rue, alors qu'on s'attendait quand même à un peu mieux pour là-dessus. Là-dessus, je trouve un joueur l'incarne particulièrement, c'est un Sauce Gardner, que je trouve vraiment d'une naïveté assez impressionnante au poste de cornerback. Là, sur le touchdown de Pickens, il se fait quand même manger totalement par Pickens. Il est vraiment à la rue, il est en retard sur la confrontation. Donc, quand tu as tes meilleurs joueurs individuels en défense qui performent pas, un effectif pas très complet non plus, le coaching est un peu à la rue clairement, et en attaque, oui, tu as raison, il y a Breece Hall. Je trouve quand même que Garrett Wilson est bon, mais le problème c'est qu'il est difficilement trouvable parce que son quarterback a du mal à lancer la passe. Quoi qu'on en dise, pareil, je trouve que la fiche de stats de Justin Fields est vraiment généreuse parce qu'en fait, on a l'impression qu'il est presque bon et qu'il fait pas d'erreur, mais c'est en fin de match, c'est quand il y a beaucoup de, c'est quand Dallas se met à jouer soft en couverture et qu'il laisse passer les yards. Sinon, il est pas capable de mener cette attaque. Donc, c'est compliqué. Je suis d'accord. Il y a pas vraiment de solution en interne. Ils ont tenté un pari avec Justin Fields en se disant on va essayer de courir beaucoup et peut-être que ça le fera. Bon, ça le fait pas. Donc, après, objectivement, est-ce qu'ils veulent vraiment changer les choses? Est-ce qu'ils veulent pas prendre des défaites? Oui, Je sais ouais, pas. c'est possible. En tout cas, la semaine prochaine, ils joueront à Londres face aux Broncos. Les Cowboys, je l'ai dit, eux, joueront face aux Panthers la semaine prochaine. Dernier match de la semaine et Kellen Moore tient enfin sa première victoire en tant qu'entraîneur principal des New Orleans Saints. Un succès 26-14 à domicile face aux Giants. Un succès qui a mis un peu de temps à se dessiner parce que les Giants avaient parfaitement commencé le match, 2 touchdowns sur les 2 premiers drives, mais les approximations et surtout les pertes de balles les ont empêchés d'enchaîner. À l'inverse, les Saints, eux, ont pris du rythme au fur et à mesure de la rencontre. Ils ont réussi à avancer. En seconde période, tous les drives des Giants se sont terminés par une perte de balle ou un turnover en downs. Donc, c'est vrai que c'est plutôt, ça fait tâche pour les Giants. Je l'ai dit, c'est la première victoire de Kellen Moore qui vient d'arriver. C'est aussi la première victoire de Spencer Rattler qui était lui là l'an passé. Ça fait 2 ans qu'il est là. Ça valait de 2 semaines plutôt correctes. La semaine dernière, face aux Bills, on les avait trouvés plutôt bons face à une équipe des Bills meilleure. Là, ils viennent valider une séquence de 2 semaines plutôt positive pour Kellen Moore et les Saints. Ouais, comme tu dis, ça vient confirmer le bon travail, on va dire, qu'on voyait un peu ces dernières semaines. Je trouve en plus c'est vraiment une victoire collective parce que la défense, effectivement, était un peu en difficulté. Puis, mine de rien, en deuxième mi-temps, elle arrive à créer les pertes de balles pour aider l'attaque. En attaque, je trouve qu'on a un Spencer Rattler à l'image de ce qui monte depuis quelques semaines. C'est pas flamboyant et ça ira sans doute jamais très loin, mais en tout cas, c'est combatif. Il est quand même sous pression sur 54% de ses snaps et il encaisse pas de sac parce qu'il combat, parce qu'il sort de la poche, parce qu'il essaye de se débarrasser vite du ballon. Pas toujours de belle manière et pas toujours comme il faut.
Mais en tout cas, il tente de faire avancer son équipe et de ne pas commettre d'erreurs. Et donc, mine de rien, c'est vraiment une victoire collective où tu sens que ouais, c'est l'équipe qui manque effectivement un peu de talent, mais qui essaye de s'accrocher et qui crée l'erreur chez l'adversaire. Donc, c'est de bon augure pour Kellen Moore d'arriver à obtenir ce genre de victoire, je trouve. Et après, oui, bon, bah, les Giants se tirent des balles dans le pied comme on pouvait s'y attendre avec un quarterback rookie. Justement, et tu disais Spencer Rattler, 50% des pressions, pas de sac et pas d'interception aussi. Mm. Ça aussi, c'est important. Justement, les Giants, à l'inverse, on a un Jackson Dart, le rookie, qui avait été plutôt solide la semaine dernière. Là, il y a beaucoup de pertes de balles de l'équipe et de lui aussi. Il y a trois pertes de balles, deux interceptions, un fumble. Et j'ai envie de dire presque le pire, c'est pas forcément ces interceptions, mais c'est d'autres passes qui sont un peu qui posent question parfois. D'ailleurs, il y en a une sur une quatrième tentative et l'autre, c'est le receveur qui s'arrête, les interceptions. Mais ces autres passes enfin, certaines de ces passes posent question. Et j'ai envie de te dire, quand il joue comme ça, il ressemble un peu à Daniel Jones version Giants. Ouais, non, non, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a un peu le même côté chien fou, imprécis, pas forcément très bon dans ses lectures. Qui peut gagner des Euh, yards à la course, mais qui parfois, là encore, on lève le sourcil, comme on dit, quand on voit certaines de ses actions. non, c'est vrai. Il semble pas totalement effectivement prêt. Je suis d'accord. Je pense qu'il a encore des lacunes en termes d'analyse, de lecture de jeu, tout ça. Là où je lui enlève, mais c'est aussi par moment, hein, le cas pour Daniel Jones, là où je lui donne un peu de crédit, c'est que c'est quand même très faible en termes de cible, et donc il n'y a pas un receveur, il n'y a pas une cible vraiment sur laquelle se reposer de manière un peu facile, j'ai envie de dire, et te dire, ok, je lui lance la balle et il va faire le travail. Et c'est vrai qu'il est clairement du côté des Giants, avec la blessure de Malik Nabers, on manque de ça. Mais je te rejoins, ça ressemble à quelques égards à ce que pouvait faire un Daniel Jones. Et là, on est clairement sur un travail de coaching. Il faut que le coaching le fasse progresser. Enfin, c'est une évidence. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est exactement ça qui m'inquiète, c'est que on voit Daniel Jones comment il est au Colts et on voit que c'est jouable. Mais malheureusement, on voit que Giants, il n'avait pas réussi à être développé. À voir s'ils arrivent à développer Jackson Dart. La semaine prochaine, ils joueront face aux Eagles. Ce sera jeudi, le Thursday Night Football. Ils recevront les Eagles. Les Saints, eux, recevront les Patriots. C'est ainsi qu'on termine l'épisode, pardon, 905 du podcast Touchdown Actu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, que ce soit sur les applications de podcast ou sur YouTube, de nous avoir regardé. Vous nous retrouverez toute la semaine. Demain, c'est la preview de la semaine 6. Je serai avec Raoul. Là aussi, on change un peu les équipes. Demain, je fais la preview avec Raoul. Vous nous retrouverez, on parlera de tous les matchs. On n'a pas encore défini exactement le thème de la semaine et l'affiche, mais le Chiefs Lions a une belle tête d'affiche de la semaine quand même. Vous verrez ça demain. Vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. Merci, Raph, d'avoir été avec nous. On te retrouve toi la semaine prochaine. Le débrief, t'es débriefman. Avec plaisir. Ouais, tout à fait. Débriefman, allez. Débriefman. C'est pas péjoratif, bien entendu, hein. On te retrouve aussi sur touchdownactu.com parce que tu fais une grande partie des résumés, notamment les résumés nocturnes. Vous avez certainement vu la signature. Quand c'est publié à 6 heures du matin, c'est raf. Après, il triche parce que c'est pas 6 heures du matin chez lui. Voilà. Mais bon, voilà. Merci à tous. Et puis, on se dit dès demain déjà, et puis toute la semaine avec beaucoup de podcasts. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao! Time is it now? Time is it now? Don't get out! Don't get out! Time is it now? Time is it now?